إذاعة صوت المرأة. الحوار برنامج يعالج قضايا النساء على إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت المرأة في عدد جديد من برنامج الحوار. برنامج الحوار لنهار اليوم نستضيف فيه إيمان، شابة جزائرية سمحت لها الفرصة أنها تزور فلسطين وتقعد فيها 3 أشهر. مرحبا بك إيمان. مرحبا. ألوغ إيمان، شكون فينا ما يعرفش فلسطين؟ شكون ما يعرفش بلي فلسطين عربية، فلسطين الأقصى، فلسطين القدس. تاريخ فلسطين حافل بالأحداث ومليء بشواهد تاريخية، وهو يعني مهد انطلاق الرسالات السماوية، وتبقى فلسطين عربية. ونعرف كلنا تضامن كبير الجزائر مع الشعب الفلسطيني، وخاصة الحالة اللي راهو يعيشها والحرب اللي راهو يعيشها منذ سنين ومنذ يعني قرن من الزمن. إذن إيمان، parlez-nous de votre expérience اللي رحتي لفلسطين وسمحت لك الفرصة باش تولي ثما 3 mois. Donc parlez-nous de votre expérience. Ok, alors déjà, t'es comme ça. Moi, j'y suis allée donc du septembre 2019 à décembre 2019 pendant 3 mois. J'étais censée y aller pour un camp de volontaires en été, donc رحت pour 3 mois. Et j'y suis allée, j'ai contacté le directeur d'un centre de développement social, في عسكر, في نابلس. Et je lui ai demandé, je lui ai dit voilà, je sais faire ça, j'ai ce diplôme, comment est-ce que je peux aider avec le développement du centre. Le centre, il est dans le développement social, surtout des enfants et des femmes, et en particulier des enfants handicapés, donc vraiment en fait des populations les plus vulnérables. Donc du coup, moi, mon but, c'était vraiment d'aller dans ce camp de réfugiés, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de camps de réfugiés en Palestine, suite à 48, en fait, où ils ont été chassés, puis après, ils sont revenus. Donc du coup, moi, j'y suis allée et je suis restée 3 mois, surtout في Nablus. Oui, alors, bon, c'est vrai que la plupart du temps, les gens me disent « Ouais, t'as été courageuse », mais en fait, il faut se rendre compte que la réalité du terrain, elle est beaucoup moins... c'est pas qu'elle est moins compliquée, mais elle est moins effrayante que ce qu'on pense du côté West Bank, du côté Cisjordanie. Et c'est complètement différent. Déjà, il faut comprendre que Gaza et la Cisjordanie, ça n'a rien à voir. Donc, j'ai vu des choses qui étaient compliquées et qui étaient difficiles, mais en fait, c'est beaucoup plus de peur que de mal. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Et après, il faut être surtout fort psychologiquement, parce que ce qu'on voit, c'est difficile. C'est l'injustice qui est difficile à vivre. Mais au final, moi, personnellement, je me suis jamais sentie en danger de vie ou de mort. Voilà, c'est beaucoup plus... on est impressionné. Mais voilà, voilà. Et puis, moi, de toute façon, dans la famille, la Palestine, c'est sacré, quoi. Surtout sur la situation actuelle, Oui. qui est en Palestine. Donc, parlez-nous de l'impact social et psychologique des citoyens là-bas. Oui. Alors, voilà, je pense que c'est vraiment le point le plus important. Et c'est ça, moi, que je voulais comprendre. Je voulais savoir un petit peu dans quel état les Palestiniens étaient, comment est-ce qu'ils vivaient l'occupation et le colonialisme. Et en fait, je me suis rendu compte, en tout cas pour moi, ce que j'ai vu, parce que ce n'est que mon expérience à moi, côté West Bank, c'est que y a une résignation, en fait, qui est très difficile à voir. Les gens se disent... on est fatigué, tabna, quoi. Il va y avoir des petits groupes qui vont résister, mais si vous voulez, c'est vraiment chacun de son côté. C'est pas... Voilà, qui veulent continuer jusqu'au bout. Mais moi, tous ceux à qui j'ai parlé, surtout les femmes à qui j'ai parlé, elles me disent « J'ai un frère, j'ai un père, j'ai un mari, j'ai un oncle, un cousin qui est mort ou qui est en prison à cause de ça. À quoi ça sert, en fait ?» Exactement. Voilà. Le but, c'est vraiment en fait de tuer petit à petit la résistance. Et en fait, leur slogan, c'était vraiment de dire oui, voilà. Et eux, ils disaient tout le temps résister pour exister. Mais maintenant, ils se rendent compte que résister, ça permet plus d'exister parce qu'ils font que mourir et ça leur permet pas d'avancer. C'est horrible ce que je dis, mais c'est ce que beaucoup de Palestiniens pensent. Et du coup, il y a ce côté résigné et ils se disent que c'est pas entre leurs mains en fait. Mais c'est aussi le but de l'impérialisme sioniste, c'est de faire en sorte que les gens pensent qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est très difficile, c'est beaucoup plus difficile à dire, enfin beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut
faudrait, en fait, pour moi, à mon sens, qu'il y ait une coalition, une résistance du côté aussi des pays arabes, en fait, et qu'on soit plus solidaires entre nous, et que la révolution, elle viendra du monde arabe et pas simplement de la Palestine. Mais voilà. Vous êtes une Algérienne et tu as pu visiter la Palestine. Oui. Donc, est-ce que vous avez rencontré des femmes algériennes là-bas, des gens Oui. qui étaient venus pour voir la situation, Oui. pour vivre un peu Oui. l'expérience quand vous avez fait? Oui, oui. Alors moi, donc, je suis bien restée 3 mois. Et pendant ces 3 mois, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de volontaires. J'ai vu autant de volontaires algériennes. Vous avez fait des actions? Oui. Bénévolat. Oui, exactement. Et en fait, j'étais bénévole dans le centre pendant 3 mois. Et moi, je gérais les relations à l'international. Donc avec les donneurs, surtout européens, et les projets qu'on pouvait développer à l'international pour les Palestiniens. Et du coup, quand il y avait des volontaires qui venaient pour aider dans le camp avec les enfants, on coordonnait aussi un petit peu les activités avec l'équipe du centre. Et c'est vrai que la grande majorité des volontaires étaient des femmes. Elles venaient de partout. On a eu autant des volontaires d'Algérie, de Maroc, de Tunisie, mais également de France, de Belgique, de Suède, d'Angleterre, beaucoup d'anglaises, et de tous âges aussi, parce qu'il y avait autant des personnes âgées que des jeunes qui voulaient comprendre ce qui se passe, et des personnes âgées qui sont venues plein de fois en fait en Palestine. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est aussi la solidarité dont font preuve, voilà, et l'humanité, et le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues, qui sont ni arabes ni musulmans, mais qui ont toujours été solidaires de la cause palestinienne. Et ça, c'était très bon à voir, parce que pour moi, je trouve que c'est un devoir, nous, en fait. Nous, on devrait tous le savoir. Parlez-nous aussi sur sur la révolution. Oui. Il y avait vraiment une révolution là-bas, il y avait une guerre. Comment vous passez tes jours, votre séjour là-bas? Alors moi, du coup, comme je l'ai dit, j'étais pas à Gaza. Donc Gaza, c'est là qu'il y a vraiment la résistance armée, si je puis dire. Tandis que du côté Cisjordanie où j'étais, c'est contrôlé à 70% par Israël. Et la résistance, en fait, elle est surtout pacifique et elle est non violente. Et ils résistent par le biais de l'éducation, par des projets culturels. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu dans le centre. Et ils résistent pour eux-mêmes, mais à l'échelle du pays, en fait, qui n'est malheureusement même pas reconnu comme tel, mais à l'échelle du pays, les actions, moi, que j'ai pu voir, elles n'étaient pas vraiment d'ordre politique, quoi. C'était vraiment éducatif, culturel, pour les enfants. Mais d'un point de vue politique, moi, j'étais pas vraiment incluse dans le processus politique pour la révolution. Il y en a qui disent qu'il y a plein de façons de faire la révolution. Voilà, ça après c'est subjectif, mais c'est vrai que pour la Palestine, j'ai l'impression que la révolution s'essouffle avec le temps. Et pour l'impact physique, Oui. comment vous voyez ça? Oui. Alors, pour moi, l'impact physique, il est autant d'un point de vue géographique, dans le sens où c'est vraiment une prison à ciel ouvert, en fait, et où ils n'ont aucune liberté de mouvement. Donc, dès qu'ils sortent d'une ville, par exemple, si on part de Nablus, Ramallah, on va avoir au moins 2 checkpoints, parce qu'on en a un à l'entrée. Exactement. En fait, tout prend beaucoup plus de temps parce qu'avec les checkpoints, donc les points de passage avec les snipers, il y a des contrôles inopinés et ça fait des bouchons, ça crée de la circulation, voilà. Et donc du coup, oui, vraiment. Et c'est vraiment pas pratique par rapport à ça. Et le fait aussi qu'ils doivent demander des autorisations de sortie s'ils veulent juste visiter le Quds, par exemple, il leur faut une autorisation de la part d'Israël. Donc les jeunes Palestiniens âgés de moins de 25 ans qui ne sont pas mariés ne peuvent pas aller à Jérusalem. Et ils ne peuvent pas non plus aller du côté israélien, en fait. C'est interdit. C'est Israël qui décide. Le but, c'est vraiment en fait de limiter les mouvements des Palestiniens et de leur faire sentir qu'ils sont cloîtrés et que le seul choix qu'ils ont en fait, c'est de rester chez eux et de pas bouger. Non. Moi, c'était en tant que touriste, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour les Palestiniens, ils sont vraiment... Par exemple, s'ils veulent aller juste à la mer Morte, qui pourtant est du côté palestinien, ils doivent payer une taxe à Israël et ils doivent aussi demander une autorisation.
Donc il y a plein d'endroits comme ça, même si c'est censé être du côté palestinien, c'est contrôlé par Israël. Toutes les colonies aussi, qui poussent comme des champignons, ça, ils les construisent à des endroits très stratégiques où il y a des points d'eau, des points d'électricité, entre les villes aussi, pour limiter la croissance des villes palestiniennes. Donc en fait, le but, c'est qu'on voit sur la carte, voilà, les- contact entre les Palestiniens. exactement, et leur limiter, enfin vraiment, qu'il n'y ait plus de mouvement en fait. Même s'ils veulent voyager à l'étranger, c'est compliqué, ils sont obligés de passer par Amman. Moi, j'ai vu le transport jusqu'à Amman, c'est très compliqué, ils doivent payer une taxe à la sortie, les billets d'avion sont beaucoup plus chers depuis Amman. Enfin bref, c'est tout un système en fait qui est mis en place où il y a un impact physique et aussi quelque chose qui est très important. Comme je vous ai dit, il y a un clivage entre Gaza et la Cisjordanie. Et ce clivage, il est à la fois géographique et politique. Et donc, c'est vraiment le Hamas à Gaza et c'est plus Fatah du côté Cisjordanie. Oui. Et en plus de ça, il y a beaucoup de réfugiés de Gaza, les Rezaouis, qui sont en Cisjordanie. Moi, j'en ai vu plein à Nablus, en fait. Parce que les hôpitaux là-bas, ben voilà, vous imaginez que c'est compliqué. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai jamais vu autant de personnes atteintes du cancer. Donc, surtout des enfants, à un très, très jeune âge, à cause, ben, vous le savez, des bombes, des tirs de roquettes. Et du coup, ils viennent, en fait, à Nablus pour recevoir un traitement médical. Le souci, c'est que les enfants, ils peuvent pas venir avec leurs parents parce que il faut soit venir avec un ordre médical de la plus haute importance pour qu'ils vous laissent sortir de Reza, soit avoir plus de 55 ans. Du coup, moi, j'avais rencontré une petite qui s'appelait Dima, qui était atteinte d'une tumeur au sein, en fait, qui lui a paralysé les jambes. Et du coup, elle est venue à Nablus pour se faire soigner, mais elle est venue avec sa grand-mère. Et du coup, ça faisait 1 mois qu'elle n'avait pas vu ses parents parce qu'ils ne pouvaient pas l'accompagner avec elle. Ils ne pouvaient pas venir avec elle à l'hôpital. C'est malheureux. Voilà, et c'est physique tout ça, mais... Parlez-nous de votre expérience avec les femmes. Vous avez discuté avec quelques femmes. Parlez-nous sur le mode de vie des femmes. Là. Oui, oui. Qu'est-ce qu'elles font, comment vivent. Parlez-nous de ça. Oui. Alors, moi, les femmes que j'ai rencontrées au Centre de développement social à Askar, les femmes avec qui j'ai travaillé avec beaucoup de femmes, en fait. L'équipe, elle était composée majoritairement de femmes. Et ça tournait super bien. Elles sont très éduquées en fait. Elles reçoivent une super éducation. Et les femmes en tout cas qui font le choix après de travailler et de se lancer dans la vie active, elles sont très carrées, elles sont très bien organisées. Donc moi ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce qu'elles sont pas résignées en fait. Il n'y a pas du tout ce côté résigné et c'est des combattantes. C'est vraiment des combattantes. Moi en tout cas les femmes que j'ai vues. Après Naplouse. Est-ce que vous avez travaillé ensemble sur un projet ou bien... Alors, moi, du coup, je travaillais sur tout ce qui était coordination de projet. Donc, dès que j'avais besoin de rassembler, de faire des collectes en fait, de fonds pour le centre, pour les enfants, bah, je travaillais avec les femmes du centre dès que j'avais besoin d'informations sur les enfants, de statistiques sur le centre, de vraiment toute la rédaction du projet et pour répondre aux appels d'offres aussi des donneurs internationaux. On travaillait ensemble. Donc, il y avait beaucoup de femmes là-bas. Oui. Dans le centre, franchement, c'était une majorité de femmes qui travaillaient. Après, malheureusement, ça c'est une réalité universelle, tout ce qui était postes à responsabilité les plus hauts, c'était les hommes. Donc, mais... Alors du coup, moi j'ai travaillé beaucoup avec les femmes du centre parce qu'il faut savoir aussi que l'équipe, elle était majoritairement composée de femmes. Du coup, on travaillait sur beaucoup de projets. Quand les volontaires internationaux venaient, on coordonnait les activités ensemble. Quand je devais prospecter des donneurs internationaux européens, elle m'aidait à les prospecter. Et puis de toute façon, le but aussi, c'est que ce soit elle qui puisse gérer ces relations-là à l'avenir. Parce que moi, j'y étais en tant que volontaire pendant 3 mois. Elles y sont tout le temps. Donc elles, moi, le but, c'est vraiment qu'elles puissent être le plus autonomes et le plus indépendantes possible. C'est vraiment ça le but. Et du coup, on a travaillé aussi là sur un projet récemment avec la troupe de Dabka du centre, qui est de la danse traditionnelle palestinienne. Une troupe de 11 adolescents, enfants, âgés de 12 à 16 ans. Et moi, en fait, je voulais organiser une tournée européenne pour qu'ils puissent voyager un petit peu en Espagne, en France et en Belgique. Donc là, actuellement, ils sont à Paris. Oui. C'est autant de... Il y a 6 filles et 5 garçons.
Et du coup, donc ils sont là en ce moment, ils sont à Paris. Et le but, c'est vraiment de pouvoir montrer aux enfants, parce qu'ils font tous partie du camp de réfugiés de Askar, et de leur montrer que voilà, il y a plus que ce qu'ils voient tous les jours. Donc le but, c'est de leur montrer que le voyage, ça leur ouvre les esprits et que de leur apporter aussi un petit peu de joie, de gaieté, et que on parle aussi de la Palestine, parce que à travers leur Parler sur les traditions et les oui, habitudes exactement. de la Palestine. Oui, parce que c'est important d'humaniser les Palestiniens, parce que si on parle tout le temps que de la Palestine pour les guerres et pour les bombes, du coup les gens oublient qu'ils ont aussi leur culture en fait, et qu'ils ont une histoire incroyable et une culture très très riche. Donc c'est pour ça que là, quand ils viennent en Belgique, ils ont fait 2 dates, là à Paris ils ont 5 dates, ensuite ils ont 2 dates à Lyon, une à Grenoble et une en Espagne. Et donc voilà, donc là le but c'est vraiment de partager un maximum la culture palestinienne, que les enfants ils puissent voyager. Voilà, c'est une tournée, c'est la tournée européenne de Dabka, et donc on est vraiment contente d'avoir pu organiser cette tournée. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, est-ce que vous pensez d'organiser cette tournée dans le Maghreb? Oui, moi j'adorerais organiser, Inch'Allah, une tournée justement en Afrique du Nord, le Maghreb, Jazair ou Tunis. Ce serait génial. Après, c'est vrai que j'aimerais vraiment que les enfants voient l'Afrique du Nord, mais si vous voulez, c'était intéressant de le faire en Europe, parce qu'en Europe, les gens sont moins au courant Exactement. de la cause palestinienne. Et si on venait Ils au... ne savent pas la cause Oui. principale. Si on venait en Afrique du Nord, si vous voulez, on prêche des convaincus. Les gens, ils savent déjà. نعرفوا على فلسطين بصح في فرنسا mais les gens ils sont pas. تاريخ فلسطين، ما يعرفوش عادات فلسطين، ما Oui, يعرفوش تقاليد oui, فلسطين. oui. إيمان، خلينا نختموا هذا الحوار معك. كانت يعني تجربة رائعة بزاف، وخاصة باش كنتي حكيتي لنا على يعني البرنامج تاعك اللي كنتي قمتي به في مركز التطوير الاجتماعي في فلسطين، في مخيم عسكر بمدينة نابلس الفلسطينية. Un petit mot pour la femme palestinienne. Alors, de continuer, à toutes les femmes palestiniennes, de continuer d'être aussi fortes qu'elles le sont, de continuer d'être aussi courageuses et face à l'adversité et face à des choses qu'elles peuvent malheureusement pas contrôler. Et à toutes les femmes aussi du monde d'être solidaires entre elles. Et vraiment, j'encourage tout le monde, et là, c'est pas juste les femmes, mais tout le monde à aller en Palestine. Et de voir la Palestine, si possible. Je sais que c'est pas facile, mais d'essayer de faire une demande, de voir et de se rendre compte de ce que c'est sur place et de comment on peut aider, ce qu'on peut apporter, même si c'est pas grand-chose. Et voilà, de voir à quel point la Palestine est magnifique et belle. Merci. Et un petit mot pour la femme algérienne. Ah, bah pour la femme algérienne. Bah, ça me rappelle, hein, la femme algérienne me rappelle beaucoup la femme palestinienne. On a une histoire commune, donc forcément, c'est pour ça qu'on a des liens aussi forts et qu'on se comprend aussi bien. La femme algérienne, qu'elle continue d'être forte aussi, d'être courageuse, d'être indépendante et d'avoir des aspirations, des rêves, voilà, de continuer de faire avancer le pays aussi, et de continuer ce mouvement aussi de révolution qui est en place. Et je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction, alhamdoulilah, et que voilà, de continuer comme on est en train de le faire. Merci beaucoup, Iman. إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة.